Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Indian Scout 1133 de 2018. Allez, c'est parti. Les amis, on se retrouve de nouveau pour le test d'une américaine, une Indian. Vous savez, si vous suivez ma chaîne, que je n'en ai pas testé tant que ça. Et aujourd'hui, ce test est rendu possible grâce à l'un de mes abonnés belges qui n'a pas hésité à faire la route jusqu'ici en Normandie alors qu'on est mi-décembre. Merci encore à lui d'avoir fait plus de 4 heures de route afin que je puisse vous présenter cette moto. Donc de nouveau, si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous aviez dû voir, il y a de ça quelques années, le test d'une Indian Scout Bobber, donc une finition différente, mais surtout elle était à l'époque pas mal modifiée et en plus bridée pour le permis A2. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de la finition Bobber, c'est une finition on va dire normale, et donc cette moto esthétiquement, vous voyez qu'elle est quand même assez différente de celle que j'avais déjà testée. On retrouve un look néo-rétro, hein, comme sait le faire Indian. Il s'agit bien évidemment d'un cruiser. La moto est extrêmement basse et très très longue. Donc je vous le disais en intro, il s'agit de la Scout 1133, ce qui fait bien sûr référence à la cylindrée de la moto. Il s'agit d'un bicylindre en V à 60 degrés, d'une cylindrée de 1133 cm3. La puissance maximum est à 94 chevaux. Et il s'agit d'un moteur moderne, hein, à refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre, et bien sûr alimenté par injection. Et finalement, 95 chevaux sur une moto de ce genre, à l'époque, c'était quand même pas mal, car la plupart des Harley-Davidson équivalentes étaient encore équipées de moteurs à refroidissement par air, pour la plupart, qui délivraient beaucoup moins de puissance que cette machine. Donc certains la considèrent même comme un power cruiser. Moi, personnellement, je trouve que c'est juste un cruiser, la puissance n'étant pas, comment dire, le critère d'achat premier d'une moto comme celle-ci. Bon, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises maintenant, il s'agit d'un modèle de 2018 et j'ai la chance d'avoir cette moto qui peut être considérée comme un custom, donc une machine personnalisable. Eh bien, elle n'est que très peu personnalisée. On a quelques accessoires, néanmoins, le plus visible est bien sûr devant moi le pare-brise, qui n'est pas vendu par Indian, hein, c'est vendu par un accessoiriste. On a également des sacoches, pareil, qui viennent d'un équipementier, et on a des barres de renfort. Et derrière, pour de nouveau pouvoir transporter plus de choses ou un passager dans plus de confort pour lui, on a un 6 bar. Et tout ça, bien sûr, vient de différents équipementiers. C'est l'avantage sur ce type de machine, on trouve pas mal d'équipements. Et mis à part ces 2-3 babioles, le reste est totalement d'origine sur cette moto, ce qui est relativement rare. Bon, je commence comme d'habitude en centre-ville, et c'est une vraie américaine, on va dire, cruiser à l'américaine. Donc on a une position de conduite qui est très typée. J'ai les jambes complètement vers l'avant, on va dire qu'on est feet forward. Le guidon est lui très grand, très recourbé vers le pilote. On a une bonne prise en main. Celui-ci est très large, on a un bon bras de levier. Mais finalement la position peut en dérouter certains, car comme je vous le dis, on a vraiment les jambes vers l'avant. Moi je suis pas très grand, je mesure 1m70 et j'ai les genoux très peu pliés. Je pense que finalement sur cette machine, pour être vraiment bien avec la position des jambes, il faudrait mesurer au moins 1m75, 1m80. Là j'aurais préféré que ce soit un tout petit peu plus proche, mais néanmoins j'arrive à utiliser la moto sans problème. Le réservoir n'est pas trop large, je peux quand même le serrer avec mes genoux et mes cuisses. Et vous voyez par contre que quand j'ai besoin de mettre les pieds au sol, là, la moto est vraiment extrêmement basse, hein. J'ai même les genoux pliés. Ça, c'est vraiment ce que j'adore sur cette catégorie de machine. On peut toucher le sol facilement, même quand on n'est pas un géant. Ici, donc, premier rond-point, ça se bascule sans trop de difficulté, même si on ressent quand même, bien sûr, le poids de la moto. Elle est donnée pour 253 kg, tout plein fait, c'est-à-dire avec 12 litres dans le réservoir. Et
Lorsque je conduis, mon buste est quand même assez droit, donc je peux prendre les infos autour de moi sans réelle difficulté, mais j'ai les bras un petit peu hauts, donc parfois j'ai mon casque qui tape un peu dans mes épaules. Si nécessaire, j'ai bien sûr les rétros qui sont chromés, un peu en forme d'amande, ils sont plutôt jolis ces rétros, et je vois très bien dedans, je n'ai presque pas de zone qui reflèterait mes bras ou mes épaules. Franchement, la prise d'info n'est pas du tout un problème sur cette Scoot. Et tout de suite, je sens bien qu'il y a quand même pas mal de chaleur du côté droit, et c'est logique vu que c'est ici qu'on a l'échappement. Donc on a un bel échappement chromé, deux tubes superposés du côté droit. Pour l'instant, la sonorité est vraiment faible pour une moto de ce genre. Une machine américaine, on a tendance à s'imaginer qu'on va avoir un bruit caverneux, un peu comme une vieille Harley. Pour l'instant, non, hein, c'est très très discret. Il n'y a vraiment pas d'exubérance au niveau de la sonorité. Allez, ici je sors de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Il y a de la puissance, hein. Ça marche pas mal. Mais de nouveau, pour une moto de ce genre, je trouve que c'est quand même un peu avare en sensation. Moi, vous le savez peut-être, j'ai déjà possédé une vieille Harley des années 80. J'ai testé pas mal de motos, des machines avec beaucoup de caractère. Et bah, sur une américaine comme ça, je m'attendrais à avoir un peu plus de vibration, un peu plus de, comment dire, de tempérament. Là, c'est un peu aseptisé. Bon, je vous le montrais tout à l'heure, devant moi on a un pare-brise. Pour l'instant il est assez efficace, j'ai quand même assez peu d'air qui arrive sur mon casque. J'ai juste quelques petits tourbillons qui arrivent sur ma poitrine. Mis à part ça, pour l'instant je suis assez bien protégé. Maintenant, me voilà dans le passage à basse vitesse, que vous reconnaissez de nouveau si vous suivez habituellement mes vidéos. Ça se manœuvre pas trop mal, mais les pneus type un peu ballon, c'est toujours un comportement assez bizarre. Quand on regarde au niveau de l'esthétique, on a presque l'impression que les deux pneus font la même taille, mais en fait non. À l'avant, on a une roue en 16 pouces et en 130 de large, mais très haute, c'est du 90. Et à l'arrière, on a un pneu en 150 de large, et lui aussi en 16 pouces. Et pareil, c'est un pneu assez haut. Donc ça donne un comportement un peu plus pâteau que ce qu'on a avec du 17 pouces, bien évidemment, mais ça reste tout à fait gérable. Bon les amis, on est comme d'habitude ici pour tester l'accélération de ce modèle. Donc je le reprécise, on a ce moteur qui délivre environ 95 chevaux. C'est une machine, on va dire, simple. Il n'y a pas de cartographie d'injection. On a l'ABS, mais je crois pas qu'il y ait de traction control. C'est une moto vraiment brute, hein. Elle est vraiment simple. Donc je vais tout simplement accélérer, voir comment ça se passe. On n'a pas de compte tour à aiguille, mais par contre je peux avoir un compte tour numérique. Il suffit pour ça que je change l'affichage du petit écran à cristaux liquides. Voilà. Donc je ne sais pas exactement à quel niveau arrive la zone rouge. Je crois que c'est à peu près à 8000 tours. C'est quand même un moteur moderne qui monte assez haut. On va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Donc je rappelle, 95 chevaux pour 253 kg, plus moi qui suis dessus, qui pèse 100 kg. Allez, c'est parti. Et donc on arrive à 100 en deuxième. Et de nouveau, c'est presque pas un comportement de cruiser en fait, hein. C'est un moteur très très moderne, il ne faut pas hésiter à le monter haut dans les tours si vous voulez de la puissance. C'est efficace, mais on n'a pas le charme d'une machine à l'ancienne, hein. J'avais déjà très certainement dû le dire lorsque j'ai testé la version Bobber, qui en plus était limitée pour le permis A2. C'est une esthétique à l'ancienne, mais c'est plutôt un comportement moderne en fait.
Maintenant, on va faire un petit demi-tour. Donc de nouveau, j'ai les pieds totalement au sol. Vous voyez, je peux même me lever, hein. Je suis vraiment très très bien sur mes appuis. Voyons si ça braque bien. C'est une moto très longue, donc logiquement, je devrais quand même sortir de la route. Et oui, vous voyez que s'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement tapé dedans et j'ai été obligé de remanœuvrer. Donc c'est pas surprenant vu le gabarit de la machine. Bon les amis, on est reparti, j'ai recommencé l'accélération et ensuite je vais me concentrer sur le freinage tout en restant bien sûr vigilant, que je voulais dire, on est au mois de décembre. Vous voyez, il y a de la boue, il y a de l'humidité un peu partout, le brouillard vient à peine de s'en aller. On va y aller tranquille. Allez, c'est reparti. Et maintenant je ralentis, le frein arrière ça freine déjà convenablement et le frein avant, ouais, le frein avant de nouveau il est pas comment dire incisif, c'est vraiment à la cool. Faut pas hésiter à tirer sur le levier pour avoir un peu de mordant. Finalement ça manque un peu de punch, ça manque un peu de réactivité, mais si on tire vraiment fort dessus, bah, ça ralentit. C'est quand même, je vais pas dire sous-dimensionné, on arrive à s'arrêter efficacement, mais le ressenti n'est pas au top pour moi. D'ailleurs, c'est une moto lourde, on s'attendrait à avoir un double disque, et pourtant non, à l'avant on a un seul disque. C'est malheureusement assez fréquent sur ce type de machine. Le frein arrière, lui, fonctionne pas trop mal. Au niveau de l'ergonomie, vous voyez que les deux leviers, frein et embrayage, malheureusement, ne sont pas réglables en écartement. De nouveau, c'est assez fréquent sur ce genre de machine. Heureusement, par contre, les pièces sont bien, comment dire, découpées, enfin bien dessinées. Et donc, j'ai pas de grosses difficultés à les saisir, malgré ma petite taille. Allez, de nouveau, un petit rond-point. Vous voyez, hein, la route est vraiment pas belle, elle est pleine d'humidité, de traces. On réaccélère néanmoins. Donc visiblement, je passe le plus souvent mes rapports à un peu moins de 5000 tours quand j'accélère un peu fort. Et en restant stabilisé, je suis plutôt à 3000. Lors des accélérations, on a la selle qui nous bloque un peu. Vu qu'on a les jambes vers l'avant, on ne pourrait pas prendre appui sur les repose-pieds. Et donc c'est la selle qui fait tout le travail, si je peux dire. Elle nous bloque. Et donc on peut accélérer fort sans se retrouver à glisser ou à perdre le contrôle. Ça, c'est plutôt pas mal. Les commodos sur cette moto sont extrêmement simples. Sur la gauche, on retrouve bien sûr ce qui gère l'éclairage, les clignotants, le klaxon. On a aussi un petit bouton qui permet de faire changer les menus affichés sur le tableau de bord. Et sur la droite, démarreur, coupe-circuit. Donc c'est vraiment simple. Le compteur est lui aussi assez simple, donc on a un compteur à l'ancienne, une très jolie couleur. On a une graduation pour la vitesse qui va jusqu'à 200, mais d'ailleurs vous voyez que la surprise c'est qu'au-delà de 120, la graduation devient beaucoup plus petite. Faut croire que c'est pas une machine qui a été conçue pour aller très vite. Et dans ce petit compteur, on a un écran à cristaux liquides monochrome qui nous indique le rapport engagé. On peut avoir, comme vous le voyez, le compte tour. On a le kilométrage de la moto. Aujourd'hui, elle a environ 50 000. Et vous pouvez avoir, bien sûr, aussi le trip et la température de liquide de refroidissement. Donc, il n'y a pas de... comment dire, de fantaisie. C'est réduit au plus simple. Par exemple, on n'a pas non plus la consommation moyenne ou instantanée. Donc me revoilà en ville, et donc je suis tranquillement en train de cruiser, je suis à 2500 tours, pour l'instant je suis en 2. On va essayer de voir si ce moteur est souple d'ailleurs. Je me mets en 3 à 1600 tours, ah, ça passe quand même, hein. On sent bien que je suis en sous-régime, ça perd en efficacité, mais ce moteur pour un bicylindre en V est quand même relativement souple. On peut le travailler à un peu moins de 2000 tours sans que celui-ci nous fasse de grosses secousses ni de grosses vibrations. Ça, pour les débutants, franchement c'est très agréable parce
que si je compare de nouveau avec une Harley Davidson ancienne, hein, être à très bas régime, il fallait savoir jouer de l'embrayage pour pas caler et pour pas que les vibrations deviennent trop pénibles. Là franchement ça s'utilise super facilement. Ici on va prendre de nouveau un passage à basse vitesse, je suis en deuxième. Ouais, c'est à la cool, hein. On se doute bien que c'est pas une machine qui est conçue pour comment dire, vous donner un côté sport, hein. C'est à la cool. La position de toute façon ne vous incite pas à rouler comme un sauvage, mais ça s'utilise assez facilement, tant qu'on reste bien sûr à rouler tranquillement. Si vous voulez rouler très fort avec ça, je pense que vous allez très vite trouver vos limites, ne serait-ce qu'à cause de la garde au sol très limitée sur ce type de moto. Maintenant, ici on va faire une reprise, donc je suis en deuxième, en forte pente, j'accélère à fond. Et de nouveau, si vous cherchez vraiment des perfs, en fait, faut pas hésiter à monter le moteur dans les tours, hein. C'est que vers 6000 tours qu'on a réellement de la puissance. Avant, on roule tranquille sur le couple, hein. Nous arrivons maintenant sur un petit dodan, donc je ralentis à environ 30. C'est assez mou. Sur cette moto, à l'avant, on a une fourche classique et en plus, elle n'est pas du tout réglable, elle est juste un peu chromée. À l'arrière, on a un amortisseur de chaque côté. C'est réglable en précharge uniquement. Et pour l'instant, ça me semble vraiment typé confort. Là, je vais arriver un tout petit peu plus vite. Je suis à environ 37, 38. Ouais, c'est pas ferme, c'est vraiment typé confort. Si comme moi vous êtes un peu lourd, ça passe. Il n'y a pas de problème. Allez, nouveau un petit freinage. Frein arrière, ça freine déjà pas mal. Frein avant, ça complète, hein, mais c'est clairement pas un freinage qui vous incitera de nouveau à rouler comme un sauvage. Bon, néanmoins, ici nous arrivons dans une succession de virages. On va essayer d'augmenter un peu le rythme. Et justement, quand on augmente le rythme, la première chose qui va vous limiter, c'est le freinage, hein. Que ce soit au niveau de la sensation ou de réellement des performances, c'est pas du tout au niveau, comment dire, des performances du moteur. Le moteur, lui, serait vraiment capable de vous faire aller assez vite. Les freins, je suis pas convaincu qu'ils soient capables de vous arrêter aussi vite que ça. La prise d'info est convenable et je réaccélère. On va même dépasser cette voiture. Avec ce pare-brise, j'ai une sensation assez bizarre quand même, parce que j'ai l'impression que ça doit faire un remous qui tape juste le haut de mon casque. Et d'ailleurs, quand je mets la main vers le haut, je le sens, ça fait un genre de flux d'air qui me tape le haut du casque, donc j'ai la tête qui bouge un petit peu, mais j'ai la chance de ne pas en avoir qui vient vers mes yeux, donc je suis pas trop mal protégé, mais ça pourrait être encore mieux si le pare-brise avait été un tout petit peu plus haut. Allez, encore un rond-point, je suis en deux. Toujours pas de problème de prise d'info et je réaccélère. Et finalement, on peut rester en deux, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, le moteur est quand même assez souple. Donc, c'est rare que je me sente obligé de retaper la première. Et vu que le moteur a quand même de la longe, je peux rester en deux sur une bonne plage de vitesse, en fait. Allez, ici, d'ailleurs, je remets quand même la première. La boîte, d'ailleurs, hein, elle est un peu rêche, ça fait d'ailleurs même un peu de bruit, surtout quand on est entre la 1 et la 2.
Après 3, 4, 5, 6, ça se passe pas trop mal. Mais ouais, quand on est entre 1, 2, c'est un petit peu rugueux. Maintenant, on va passer sur l'autoroute. Heureusement, il n'y a pas trop de trafic. Il y a un peu de monde, mais c'est correct. Allez, prise d'info, c'est bon, il n'y a personne. Je m'engage. Je passe la 4. Je vais dépasser. J'accélère assez fort. La 5. Et je me mets sur l'autre fil. Et la 6. Donc en 6 à environ 110, je suis à un peu moins de 4000 tours. Et au niveau protection, ça va pour le casque, mais par contre j'ai beaucoup d'air sur le torse et j'en ai aussi énormément sur les bras. Et je vous parle même pas des jambes qui, vu qu'elles sont vers l'avant, se prennent tout. J'ai l'impression que ça rentre directement dans mon pantalon. Allez, je refais une reprise, j'accélère à fond. Je suis en 6. Donc vous avez vu que c'est tout à fait correct. Je me doute que si on montait vraiment le moteur à haut régime, on pourrait aller à des vitesses inavouables. C'est d'ailleurs pour ça que le compteur est gradué jusqu'à 200. Mais je pense pas que ce soit une moto qui vous incite vraiment à aller bien au-delà des limites. Mais sur l'autoroute, à 110, 120, franchement, ça pose pas réellement de problème. J'aurais juste aimé avoir des poignées chauffantes. Ça m'aurait permis de garder mes doigts un peu plus au chaud. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, et comme vous le savez de toute façon, c'est une machine avec un look néo-rétro. Et à l'époque, ils ont même conservé tout l'éclairage avec des ampoules. Donc à l'avant, on a un bon gros phare avec un cerclage chromé qui est avec une ampoule halogène. Les clignotants devant et derrière sont également avec des ampoules. Il n'y a que le feu arrière qui lui est à LED. On va maintenant faire une dernière accélération. Allez, c'est parti! Comme vous le voyez, hein, quand il y a besoin, il y a suffisamment de puissance. Hein. De toute façon, 95 chevaux, c'est entre guillemets déjà largement trop pour une moto de ce genre. Et donc ça confirme que personnellement j'aurais préféré qu'ils mettent un moteur peut-être avec un peu plus de couple et de caractère à bas régime et qui sortirait moins de chevaux. Mais bon, je sais bien que maintenant, à l'heure actuelle, la seule caractéristique qui fait vendre des motos, c'est la puissance. Donc le fait d'avoir choisi cette solution technique, je peux la comprendre, même si finalement ce n'est clairement pas ce que je préfère. Après, concernant les aspects pratiques, comme malheureusement sur quasiment toutes les motos de cette catégorie, il n'y a pratiquement rien en rangement. Si vous démontez la selle, bah, vous n'aurez rien en dessous. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que le propriétaire a rajouté les sacoches, mais sachez que même les sacoches ne permettent pas par exemple de mettre un casque. Donc ça reste toujours beaucoup moins pratique que plein d'autres motos, on va dire, plus consensuelles ou modernes. La consommation par contre est raisonnable vu qu'il s'agit d'une motorisation moderne. Le propriétaire me disait qu'en roulant plutôt cool, il est entre 5 et 5 litres 5 au 100, ce qui est correct sur une toux pour une machine de ce poids. Je vous l'ai dit, le réservoir fait 12 litres, donc l'autonomie est dans la moyenne, dirons-nous. Bien évidemment, si vous voulez rouler avec un passager, il n'y aura aucun problème. Vous voyez que la selle passager est suffisamment large. On a aujourd'hui le 6 bar, donc c'est tout à fait correct si vous voulez quelqu'un derrière. Par contre, je ne sais pas quel sera le comportement des suspensions si vous rajoutez quelqu'un derrière. Donc pour conclure, cette Scoot 1133, sachez qu'elle n'est plus réellement en production. La Indian Scoot existe toujours au catalogue, il y a d'ailleurs toujours plusieurs variantes, il y a toujours une variante bobber. Mais cette version 1133, elle n'existe plus. Les moteurs ont évolué et maintenant ça a été remplacé par une 1000 ou une 1250.
L'avantage de cette 1133, c'est déjà que vous pouvez l'avoir pour moins cher vu qu'elle est maintenant sur le marché de l'occasion depuis quelques années, mais surtout elle est bridable en A2, donc si vous voulez la brider à 47,5, c'est tout à fait faisable. Au niveau du tarif, gardez à l'esprit qu'à l'époque, cette Indian Scout était vendue dans les 14 000, peut-être même un peu plus avec les accessoires. Maintenant, sur le marché de l'occasion, un modèle comme je vous présente aujourd'hui, qui aurait un historique propre, une machine qui marche bien et quelques accessoires, eh bien ça vaut dans les 9-10 000 euros, toujours en fonction de la finition, de l'état et de l'entretien et du kilométrage. Ça peut sembler élevé, le prix n'a pas tant baissé que ça, mais sachez que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas réellement d'alternative. Si vous voulez une américaine, c'est soit Indian ou Harley Davidson. Et si vous voulez un cruiser, maintenant, ce sera soit les États-Unis ou la Chine. Mais il n'y a malheureusement quasiment plus rien sur les motos européennes dans ce segment. Et les Japonais ont totalement délaissé ce segment pour les machines homologuées en Europe. Il y en a qui sont vendues aux États-Unis, mais elles ne sont pas proposées chez nous. Après, de toute façon, si vous envisagez d'acheter cette machine, je vous inviterai toujours à l'essayer, car la position de conduite ne plaira pas à tout le monde, et certains qui peuvent avoir des ennuis de santé peuvent très vite se retrouver indisposés par cette position. Donc c'est le plus important, pensez à l'essayer avant d'en faire l'acquisition. Enfin voilà les amis, sinon je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette Scout. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et si parmi vous il y en a qui possèdent ou ont possédé cette moto, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience, ce sera grandement apprécié. Surtout que Indian n'est pas une marque extrêmement populaire en France. Je tiens encore à remercier mon abonné d'avoir fait la route depuis la Belgique jusqu'ici en Normandie afin que je puisse vous présenter cette machine. C'était super sympa de sa part. D'ailleurs, si comme lui vous avez une moto que vous aimeriez me voir tester en vidéo, prenez contact avec moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et surtout vérifiez bien que vous êtes abonné. Comme ça on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouveau test moto. Mais à tous, à bientôt. Un point qui peut aussi être déterminant sur votre décision d'achat, c'est que la transmission finale sur cette moto est assurée par une courroie. Donc logiquement, au quotidien, vous n'avez aucun entretien à faire. Il faut juste faire vérifier la courroie pendant vos révisions et la remplacer quand votre concessionnaire vous l'indiquera.